souvenez, en janvier 2013, on avait consenti une deuxième baisse de 40 francs. Et ces 40 francs c'était en prévision de la restructuration de ce prêt, parce que la restructuration allait engendrer des bénéfices au niveau de la SORAS, et on avait anticipé en prenant 22 francs sur ces bénéfices-là pour faire la réduction des prix à la pompe. Malheureusement, ça devient presque une ardoise aujourd'hui. Pendant toute l'année 2013, le prêt n'a pas été signé. Nous continuons les négociations et nous espérons pouvoir, en tout cas, boucler ces négociations-là au cours de l'année 2014. Voilà, Excellence, les deux réponses aux deux questions qui ont été posées. Je vous remercie. Merci. Merci bien. Alors, ça n'a pas l'air de marcher. C'est bon. Pour les questions de l'éducation, nous allons passer la parole à deux ministres. Un ministre de l'enseignement primaire, suivi de la ministre de l'enseignement secondaire. Mesdames les ministres, vous avez la parole. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je remercie les journalistes pour cette opportunité qu'ils nous offrent afin d'apporter des éléments de réponse par rapport aux questions qui viennent d'être posées. La première question est relative au mouvement des CEPRAS. Les CEPRAS, c'est les cadres permanents de réflexion et d'action des syndicats de l'éducation. C'est un groupement de 32 à 33 syndicats d'enseignants titulaires et contractuels. Vous comprenez aisément les difficultés que nous avons à mener les négociations avec eux, dans la mesure où ces deux groupes de syndicats ont des revendications assez variées. Néanmoins, nous avons signé 2 protocoles d'accord en 2012 et un autre protocole additionnel en 2013 que nous avons essayé autant que possible de respecter. Les principales revendications sont d'ordre salarial. Il s'agit de l'augmentation des pécules des enseignants contractuels, de recrutement des contractuels à la fonction publique et aussi donc de l'octroi des primes décret. Toutes ces revendications ont été respectées. Et ce qui est paradoxal avec les CEPRAS, c'est qu'en plus de la plateforme revendicative qui a été présentée ou du protocole qui a été signé, et chaque fois, c'est de nouvelles revendications qu'ils présentent. Pour le moment, je pourrais vous dire, aujourd'hui et demain, ils seront en grève. Et les points qui figurent sur leur préavis, c'est des points qui ne figurent pas sur la plateforme revendicative ou sur le protocole que nous avons signé. C'est de nouvelles revendications. Et ce qui est aussi paradoxal, au même moment où nous menons les négociations, ils continuent à faire les grèves. Alors que la grève doit être le dernier recours quand il y a un blocage dans les négociations. Donc, de notre côté, nous pouvons dire que vraiment, ce gouvernement, c'est le gouvernement qui a fait le plus de concessions aux syndicats. Il y a beaucoup d'acquisitions. Les syndicats ont eu beaucoup d'avantages. Et nous sommes ouverts au dialogue, un dialogue permanent et un dialogue sincère. Donc, les revendications doivent être les plus réalistes qu'elles doivent être. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. En ce qui concerne le paiement des pécules des enseignants dans les zones reculées, c'est une préoccupation réelle et parce qu'elle compromet plus ou moins, elle diminue le temps scolaire, le temps d'apprentissage. On sait qu'il y a des zones où les enseignants quittent pour 1 semaine, 2 semaines pour venir dans les chefs-lieux des départements chercher les pécules. Mais il y a plusieurs initiatives qui sont prises, qui sont en train d'être discutées avec les institutions bancaires, avec les sociétés de téléphonie, afin d'assurer un paiement rapproché de ces enseignants, des zones reculées. Donc nous allons discuter avec le ministre des Finances, avec le ministère des Finances, mais il faudrait que les enseignants acceptent aussi d'ouvrir des comptes bancaires
ou d'accepter les propositions que nous allons leur faire avec les sociétés de téléphonie mobile pour des paiements rapprochés. Donc, Excellence, voilà les réponses que nous voulons apporter à ces deux questions. Merci. Merci. Merci, Madame. Madame de l'enseignement secondaire. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Pour ce qui concerne la question relative à la rentrée scolaire en février, je voudrais apporter quelques éléments de précision. Et je crois qu'il s'agit d'un cas, même si le journaliste n'a pas pu préciser, il s'agit d'une école et d'un collège qui est situé à Harubanda, qui s'appelle Sagia. En fait, l'école Sagia a eu son arrêté de création en novembre pour désengorger le CS Gawai. Et vous conviendrez avec moi, pédagogiquement, on ne peut pas enlever de force les enfants qui sont en train d'apprendre en milieu d'un trimestre pour les forcer à commencer au niveau de ce nouveau collège. Donc nous avions pris la décision de les garder jusqu'à la fin du premier trimestre et pouvoir les transférer, je dis bien transférer, donc au niveau de leur nouveau collège Sagia. Donc ça ne veut pas dire que ces enfants ont commencé le cours au mois de février et le transfert a été fait au mois de janvier. Donc ça c'est par rapport à la question de la rentrée en février. Il n'y a aucune école qui a ouvert ses portes en février. Merci. Alors par rapport à la deuxième question relative à l'année scolaire, et les journalistes disaient peut-être que l'école sera, l'année scolaire ne sera pas validée. Et donc, nous sommes contents d'avoir cette question parce que ça nous permet de communiquer au-delà d'ici, donc tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Nous n'avons pas les soucis de valider cette année du moment où, depuis notre arrivée, d'abord, la rentrée scolaire a été une grande réussite parce que vous étiez témoins, on s'est déplacé un peu partout. Les médias étaient avec nous, nous avons tous les reportages qui sont là, dans vos archives, vous pouvez vérifier. On a pris le temps de faire une rentrée exceptionnelle en dotant les différents établissements avec beaucoup de manuels et de fournitures. C'était du jamais vu. Et en dehors de ça, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a fait de l'école et de l'année scolaire 2014 une année de l'éducation. Et nous sommes tous conscients de l'importance que cela demande et nous sommes conscients aussi de l'engagement du gouvernement pour effectivement ouvrir les dialogues, comme l'a mentionné ma collègue, avec tous les partenaires sociaux pour que justement cet engagement soit un engagement réaliste. Et nous avons eu ce dialogue sincère et rien qu'après le congé de Pâques, notre ministère s'est engagé pour faire une petite évaluation rapide qui nous a permis effectivement de voir quel est le taux d'exécution du programme au niveau de nos différents établissements. Et actuellement, nous avons un taux d'exécution de 75% au niveau du public et 80% au niveau du privé. Donc, je ne vois pas en quoi ça peut nous alarmer. Moi, je peux même dire que notre école se porte en bonne santé, malgré les quelques perturbations. Ça ne peut pas compromettre, en tout cas, de tenir les examens. Donc, j'encourage effectivement les élèves à s'y mettre vraiment, à apprendre, à beaucoup persévérer pour mieux préparer les examens parce qu'ils auront lieu. Et, Excellence, avant de finir, je voudrais aussi mentionner qu'au-delà peut-être de toutes ces différentes inquiétudes, c'est le lieu quand même de reconnaître tous les efforts. Parce que même le fait de créer cette année, donc à partir du mois d'août, avoir une nomination au niveau d'un ministère des enseignements secondaires, ça exprime cette volonté du gouvernement, n'est-ce pas, de vraiment concrétiser son engagement à travers
tous les différents axes du programme de la formation et de l'éducation PESEF, la mise en œuvre de ce programme qui va sans nul doute permettre la prise en charge des différentes préoccupations, n'est-ce pas, des élèves et des enseignants de notre cher pays, le Niger. Donc voilà pour les deux questions qui nous ont été adressées et j'espère que vous êtes satisfait de la réponse. Je vous remercie. Certainement. Merci. Monsieur le ministre de l'Enseignement professionnel et technique, la question des examens vous intéresse aussi. Pouvez-vous rassurer les citoyens sur cette question? Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Cette question, effectivement, me concerne aussi. Mais comme l'a dit la ministre des Enseignements secondaires, vous avez constaté que cette année, plus que les autres années, la rentrée a été bien faite. On a vu que tous les établissements, qu'ils soient de l'enseignement général, qu'ils soient de l'enseignement technique, ont eu leur magasin rempli en fournitures, rempli en manuels. Et on a vu donc la distribution de ces manuels. En ce qui concerne les examens, je pense qu'il n'y a aucune inquiétude. Les programmes se déroulent normalement et dans le cas particulier de l'enseignement professionnel, je peux dire qu'il n'y a même pas eu de grève. Et ce n'est peut-être pas le moment de le dire, mais le ministre des enseignements professionnels et techniques entretient les meilleures relations avec les élèves de cet ordre d'enseignement. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de l'Intérieur, un petit mot sur votre interpellation. Donc, merci, Monsieur le Premier ministre. Donc, s'agissant de mon interpellation, je voudrais dire ceci. Et je pense que en politique, même en politique, on ne peut pas faire feu de tout bois. Nos pays sont tellement fragiles. Nous voyons ce qui se passe autour, qu'il y a certaines thématiques que nous devons nous garder de travailler, de faire fructifier. Et c'est pour cela que je pense que nous devons être vigilants en permanence sur ces thématiques-là. Il ne faut pas que ces dernières digues-là cèdent. Quand elles céderont, rien ne sera possible. Donc voilà pourquoi cet appel à la vigilance a été fait. Mais je dis tout simplement que la personne qui a posé cette question n'a pas bien entendu parce que je n'ai pas parlé de plainte en ce qui me concerne. Maintenant, je vais profiter, Monsieur le Premier ministre, pour parler d'un second point, mon collègue de la Défense n'étant pas là. C'est à propos des soldats tombés au champ d'honneur. En plus des statuts, je voudrais quand même que ça se sache parce que c'est important, en plus des statuts qui accordent certains avantages, ce gouvernement a pris un décret au lendemain des événements d'Agadez. Ce décret-là, en plus des avantages statutaires, accorde deux choses essentielles cumulables. La première, c'est un capital d'essai équivalent à 30 mois de salaire brut, plus une prime, une indemnité de 5 ans de salaire brut cumulable. Voilà ce qui a été fait. Évidemment, c'est jamais suffisant. On ne peut pas rembourser une vie. Ça, il faut le savoir. Et je pense que ce gouvernement, en dehors de ça, a fait beaucoup d'efforts pour les forces de défense et de sécurité. Et chaque jour, les lois portant statut, portant avantage de tel corps ou de tel corps ont été pris. On en a pris en 2011, en 2012, en 2013 et même récemment. Encore, il y en a qui sont en chantier. Je pense qu'il faut aller poser la question-là aux soldats de toutes ces forces, aux militaires et fonctionnaires de police, de toutes ces forces de défense et de sécurité. Je pense qu'ils vous répondront. Nous pensons que nous avons fait ce que nous devons faire. Cela était dans le discours de politique de l'investiture du président de la République.
Le moral des soldats, il y tenait. Le moral de la troupe, il y tenait. Et je crois qu'il a fait ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, je pense que les soldats, les militaires de manière générale, sont dans les conditions morales d'exercer leur mission. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de l'Équipement, parmi vos nombreux chantiers, il semble que le journaliste de Air Info, Air Info souhaite savoir quel sort est réservé à la route Tawa-Arlit et à la route Teguidit, c'est-à-dire l'axe Zender-Agadez. Merci, Excellence. Je sais très bien que la question de la RTA, la route Tawa-Agadez-Arlit, a fait couler beaucoup d'encre dans certains milieux de la presse, dans certains milieux politiques et dans certaines associations. C'est vrai. Et je suis à l'aise pour répondre à cette question dans la mesure où je fus conseiller principal du président de la République sur les questions politiques et institutionnelles. Et à ce titre, on a eu à plusieurs reprises, en tout cas à écrire à son Excellence par rapport à la réalisation de la route Tawa-Agadez-Arlit. Dieu a fait qu'aujourd'hui, je me trouve donc à la tête du ministère de l'Équipement. Et je puis vous dire que, pour ma part, je ne veux pas trop parler de ce qui n'est pas encore concret. Depuis que je suis au niveau de ce ministère, j'ai toujours voulu que les travaux se lancent et non de parler de ce qui n'est pas encore avéré définitif. Donc, par rapport à la route RTA, les uns et les autres, on a déjà donné, le Premier ministre a déjà parlé là-dessus, le ministre de Mines a déjà aussi parlé là-dessus. Je vous dis sincèrement que cette route-là va se faire, Inch'Allah, dans les prochains mois et à l'Arda. Donc, c'est un engagement fort. On n'a pas oublié cette route. On n'a pas oublié d'autres routes que vous n'avez pas peut-être aussi parlé. Teguidit, dont vous parlez, Agadez Teguidit. On n'en a pas oublié. Vous allez voir aussi, ça va être pris en charge, Inch'Allah. Donc, par rapport à ces questions, moi, comme j'ai toujours dit, je veux du concret. Je fais du concret. Et à l'Arda, si tout va bien, vous allez voir que les routes vont aller très bien dans ce pays-là, Inch'Allah. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Alors, la question des faux médicaments qui m'a donné du fil à tordre, donc nous allons passer la parole au président de la Halcia. Il nous dira certainement... Voilà, Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Excellence. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Le dossier des faux médicaments a été pris en charge par la Halcia après avoir reçu les instructions du président de la République directement. Conformément au point 6 du décret qui crée la Halcia, le président de la République pouvait donc demander à la Halcia de faire toute autre mission qu'il jugeait bon de lui confier. Et c'est dans ce cadre que nous avons été amenés à nous saisir de cette affaire. Et sans tambour ni trompette, ce dossier est en quelque sorte un dossier phare de la Halcia parce que quelque part, c'était après objet rempli que nous avons donc transmis ce dossier. Puisque aujourd'hui, depuis la fin des investigations, pratiquement, il n'y a plus d'introduction de faux médicaments par les voies légales. En termes de conteneurs qui étaient introduits dans le territoire de la République du Niger, il n'y a plus aucun conteneur qui contient de faux médicaments transportés par des non-professionnels de la vente des médicaments. Permettez-moi de vous montrer pourquoi, à deux titres, la Halcia se sentait concernée par ce dossier. D'abord, en ce qui concerne la mobilisation des ressources, vous vous rappelez que la Halcia a été créée
dans le cadre de la restauration du monopole fiscal de l'État. Alors, souffrez un peu la petite démonstration que je vais vous faire concernant la vente des médicaments. Lorsque le propriétaire d'une officine commande le médicament, notamment, prenons l'exemple du paquet d'Efferalgan effervescent, il y a 16 comprimés dedans, les officines le vendent autour de 1180 à 1200 francs, toutes charges comprises. Donc, le personnel, les frais d'électricité, la TVA bien sûr. Alors, dans la boîte, il y a 16 comprimés. Le vendeur du grand marché le vend à 100 francs pièce. Ça fait 1600 francs. Il n'y a aucune charge. Il n'a pas de personnel. Il ne paye pas l'électricité et il ne paye pas la TVA. Vous voyez, si on a pu asphyxier, parce que la technique a consisté tout simplement à assécher le château et en empêchant l'introduction de nouveaux médicaments, tout en sachant que nous étions assez faibles pour nous attaquer frontalement à ce phénomène. J'ai connu l'expérience par mon passé de parquetier. Je me suis déjà attaqué à ce phénomène en 2008 et je me rappelle que par-dessus ma tête, la police a eu l'instruction de restituer les médicaments. Donc c'était des gens assez puissants. Donc et il fallait certainement trouver une autre astuce pour attaquer le problème. Et c'est de cette manière que, en empêchant donc l'introduction de nouveaux médicaments par la voie terrestre au niveau des postes de douane, nous avons pu donc endiguer ce phénomène. Aujourd'hui, pour s'en rendre compte, vous allez vous rendre compte en demandant la plaquette de tramol coûte plus cher que le riz. Plus cher qu'un kilo de riz. C'est pratiquement impossible à trouver dans le marché local. Le dossier a été transmis à la justice et Dieu merci, nous avons eu l'accompagnement de la justice sur ce domaine, puisque je me rappelle que des pharmaciens ont été emprisonnés, des commerçants ont été emprisonnés, des transitaires ont été emprisonnés et ont été amendés également. Mais le dossier n'est pas fini, donc rassurez-vous, le lien avec ce que disait celui qui a posé la question, qui sait très bien de quoi il parle et qui justement a fait des investigations, il était le premier à dénoncer le trafic en question. Mais ce qui s'est passé au Bénin, parce que c'est ça le lien, au Bénin, il dit que des commissaires ont été sanctionnés la semaine passée pour un trafic de faux médicaments à destination de maladies. Il s'agit d'une affaire vieille de 2 ans qui a vu son dénouement la semaine passée par la sanction des personnes mises en cause. Au Niger aussi, le processus de la sanction est encore en cours. Le dossier, que je sache, n'a pas encore été clôturé. Et donc, en ce qui concerne en tout cas le dossier des faux médicaments, on peut dire que nous avons plus ou moins contribué à la mobilisation des ressources puisque les officines ont pratiquement retrouvé le monopole de la vente des médicaments. Et également, nous avons combattu la corruption, voire la criminalité transnationale organisée, puisqu'il s'agit ici d'un cas de criminalité transnationale organisée, étant entendu que ceux qui font ce commerce vont jusqu'en Asie pour faire ces chargements, mettant en danger la population nigérienne, puisque le principe actif très souvent contenu dans ces médicaments sont très en deçà des normes acceptées ou préconisées par l'OMS. Voilà un peu donc ce que je voulais dire que nous avons pris en charge ce dossier sur l'instruction du président de la République, soucieux de la santé de la population, soucieux également de la mobilisation des ressources internes, mais également soucieux de combattre cette criminalité, parce que si je me rappelle, en 2008, ce n'était pas de gaieté de cœur que nous avons reculé. J'étais parquetier, j'ai reculé parce que c'était une puissance en termes de criminalité, d'auteur de criminalité transnationale. Nous avons reculé, cette fois-ci nous n'avons pas reculé, cette fois-ci nous avons gagné. Merci, Monsieur le Président. Ma liste est épuisée. Alors, y a-t-il une deuxième liste? Apparemment, non, je ne vois pas de main qui se lève. On va laisser la parole au facilitateur pour nous dire la suite. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je pense que, vu le temps qu'il fait et vu la pertinence des questions qui ont été posées et auxquelles des réponses
adéquates ont été apportées. Je pense qu'on peut arrêter à ce niveau. En demandant votre indulgence, je pense qu'on peut prendre 2 petites minutes pour vous présenter le nouveau design du site gouvernemental. Au niveau du cabinet, l'initiative a été prise par le cabinet de revoir le design. Là, on a des difficultés à voir. Le nouveau design du site gouvernemental. On clique sur l'onglet Accueil. Alors, là, on est sur... voilà, là, c'est la page d'accueil. Et la nouveauté ici, c'est que nous avons ouvert une fenêtre qui nous permet d'avoir toute l'information sur les réalisations des 3 ans de mise en œuvre du programme de Renaissance, région par région. Vous cliquez une région, je prends la région de Difa. Donc, vous cliquez, vous avez également l'autre option, l'option déroulée. Vous cliquez sur la région de Difa. Vous voulez savoir dans le domaine de l'éducation, par exemple, qu'est-ce qui a été fait? Il suffit de cliquer et vous avez toute l'information. Dans le domaine de la santé également, dans le domaine de l'agriculture, et ainsi de suite. Et ça, c'est valable pour l'ensemble des régions. Parallèlement, nous avons créé une nouvelle rubrique archives qui permet d'avoir toute la documentation. Depuis